Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Infandum où nous allons lire les chapitres 15 et 16. 17 mars, 19h19. J'ai eu l'occasion de passer un peu de temps avec Maya aujourd'hui et je trouve qu'elle va mieux. Elle est beaucoup plus active, se nourrit avec davantage d'appétit et je l'ai même aperçue en train de jouer dans son enclos. C'est un grand soulagement pour tout le monde. Notre féline a juste eu un petit coup de moins bien, comme ça peut arriver à n'importe qui. Nous lui avons proposé de nombreux enrichissements différents ces derniers jours. Elle apprécie particulièrement celui à base d'épices et de poils d'herbivore, qu'elle renifle pendant de longues minutes avant de se rouler dedans. Les visiteurs la voient mieux et sont satisfaits, de même que le directeur du parc. On parle déjà de lui trouver un mâle pour faire de la reproduction. Des bébés jaguars, ce serait tellement génial! Ce n'est d'ailleurs pas la seule chose intéressante qui se soit passée au zoo, puisque ce matin, alors que je me rendais au secteur technique pour jeter un truc à la décharge, je suis tombée nez à nez avec un oryx mort. C'était l'un des jeunes du printemps dernier. Il gisait dans le renfoncement où sont stockés les cadavres de gros animaux en attendant d'être enlevés par les carisseurs. Je me suis approchée, mais n'ai remarqué aucune plaie. On m'a par la suite informé qu'il était mort pendant la nuit et avait été découvert par une de mes collègues vers 7h30. Le vétérinaire a conclu à une infection parasitaire. Tout le système digestif de l'animal était rempli de vermines qui l'ont dévoré de l'intérieur. C'est la deuxième fois qu'on perd un occupant de la plaine africaine de cette manière. Pourtant, le véto n'avait pas l'air tellement soucieux. À vrai dire, j'ai eu l'impression qu'il n'en avait rien à foutre. Je suis restée un long moment à observer l'oryx et j'ai pris des photos en songeant que l'une des allées publiques passe à proximité de la décharge, masquée par un bâtiment. Je me demande comment les visiteurs auraient réagi s'ils avaient eu conscience de se promener à quelques mètres du cadavre. C'est toujours très intéressant d'observer les réactions des gens face à la mort. Ça en dit long sur leur personnalité. Cela me fait penser à la façon dont Anne se met dans tous ses états dès qu'on évoque l'histoire des fillettes étranglées et de l'espèce de crise de nerfs qu'elle a piqué la dernière fois. Je n'en reviens pas qu'elle puisse douter de la réalité de notre pouvoir. Même si je ne l'ai pas montré sur le moment car je ne voulais pas envenimer la situation, je l'ai vécu comme une trahison. Ces paroles m'ont fait de la peine. En même temps, c'est assez typique des personnes timorées de douter en permanence. Anne n'a aucune confiance en elle, elle n'ose pas accepter l'idée qu'elle puisse être exceptionnelle. Sa perception du monde est trop négative pour lui permettre d'envisager autre chose que la médiocrité. C'est tellement dommage. Elle sous-estime la puissance de son pouvoir. Ses visions ultra-réalistes et cette voix qu'elle a entendue la nuit de Noël constituent la preuve irréfutable qu'elle parvient à pénétrer l'esprit d'autres personnes. Il s'agit là d'un talent très spécial que je n'ai expérimenté que 3 fois si l'on inclut ma récente visite dans la maison fantôme avec Théromax. J'ai encore échoué la nuit dernière malgré ma persévérance. Voilà plus d'une semaine que j'essaye en vain de trouver l'esprit d'Anne au sein de l'Infandum. Ça devient vraiment frustrant. Certes, je me suis lancée dans une quête ardue, car il n'est pas évident de localiser l'esprit d'une personne précise à travers un vide obscur et infini. Je pensais néanmoins avoir une chance de réussir étant donné que mon ami et moi sommes très proches. Mon instinct aurait dû me guider vers elle, tout comme l'instinct d'Anne la guide, pour une raison inexpliquée, vers les fillettes mortes, et peut-être même leur assassin. Oui, je crois qu'Anne est entrée en contact avec l'esprit du tueur. Plus j'y pense, plus ça me paraît cohérent avec ce qu'elle m'a raconté. Elle a dû croiser sa route en revenant de chez sa sœur. Le type était sans doute dans la forêt, en train de chercher le meilleur endroit pour commettre son prochain crime, et Anne a détecté sa présence. Son pouvoir l'a mené droit dans la direction du mec, puis lui a déclenché une crise pour l'obliger à s'arrêter près du lieu où il se trouvait. Elle aurait presque pu l'apercevoir. Bon sang de bordel. Mettre mes idées par écrit me conforte dans la certitude que j'ai vu juste. Tout s'enchaîne logiquement, les pièces du puzzle s'assemblent. Je dois donc continuer à chercher l'esprit d'Anne dans l'Infandum, car je pourrais peut-être alors l'utiliser comme passerelle vers celui de l'assassin, auquel il semble s'être lié. J'ose à peine imaginer quelle incroyable opportunité ce serait de m'introduire dans le cerveau d'un serial killer. Il n'y a pas meilleur moyen de déterminer une fois pour toutes si je suis capable de tuer moi aussi. Expérimenter les sensations d'un meurtre sans le commettre moi-même, sans prendre le moindre risque, ce serait parfait. Je suis prête à affronter ces sensations inédites. J'en ai entreaperçu la couleur lorsque j'ai poignardé cette femme dans la maison déliquescente. J'ai senti la force du pouvoir qui grondait en moi, pareil à un fleuve souterrain cherchant une ouverture par laquelle se déverser. Afin de libérer ce flot torrentiel du fond de mon âme, je dois savoir ce que cela fait de tuer pour de vrai. Je dois vivre ce moment à travers les yeux de l'étrangleur de fillettes. Je dois trouver l'esprit d'Anne. Elle a quitté l'usine, puis est rentrée chez elle sans en avoir conscience, effectuant les gestes de la conduite par automatisme.
Une sueur froide colle ses vêtements contre sa peau tandis qu'elle se gare sur le parking de sa résidence. Anne sait que les hamadryades sont là. Elle ne les voit pas, mais elles sont bien là, lovées dans un repli de son cerveau, attendant qu'elle baisse la garde pour venir ramper et s'enrouler et souffler et mordre et l'empoisonner. L'ascenseur étroit de l'immeuble lui inspire un brutal accès de claustrophobie. Elle s'en détourne et prend l'escalier pour rejoindre le 6e étage, mais même la cage d'escalier lui fait peur. Il n'y a pas de fenêtre, pas d'échappatoire, et la spirale verticale des marches ressemble à un immense serpent. Son appartement vide l'attend au fond du couloir. Anne allume toutes les lumières, jusque dans la salle de bain, puis ouvre les fenêtres et tente de retrouver son souffle en contemplant la nuit qui tombe sur Jarville. Au loin, par-delà les bâtiments grisâtres de son quartier et les rues de Nancy, les collines boisées qui encerclent l'agglomération lui apparaissent comme de gigantesques vagues noires. La proximité de cette forêt lui inspire une sensation de malaise qui l'incite bientôt à fermer les volets. La jeune femme se calme en retrouvant sa routine quotidienne. Le dîner dans le micro-ondes, la télévision allumée sur une chaîne au hasard, tout sauf le journal, l'ordinateur et son rapport sur les poules pondeuses. Se raccrocher aux menus détails de la vie normale pour tenir les cobras à distance. Bien qu'ils ne se soient pas montrés depuis le soir du réveillon, Anne perçoit leur présence à la fois en elle et autour d'elle. Ses yeux les devinent au creux de chaque ombre. Sa peau croit les sentir dans chaque courant d'air. Ils sont partout et nulle part. N'y pense pas. Plus tu y réfléchis, plus leur emprise augmente. Sa sœur avait peut-être raison. En se lançant dans une étude sur l'infandum, Anne a donné trop de pouvoir aux hamadryades. Elle n'a plus ouvert le document depuis sa visite chez Cassandre et l'apparition de ses horribles doutes quant à la réalité de leurs expériences. Songer que spectres et phobies ne puissent exister que dans sa tête ne les a pas rendus plus inoffensifs. D'entités oniriques quasi divines, ils se sont mués en symptômes psychiatriques. Les 2 serpents se sont ainsi défaits de leur première peau pour en révéler une plus hideuse encore. Il y a dans l'idée de la maladie mentale quelque chose de définitif qui la rend plus terrible que la croyance d'être possédée par une force surnaturelle. La maladie, c'est une lourde porte qui se referme sur une pièce blanche et vide. Le crissement de sangle que l'on resserre autour d'un corps pour l'immobiliser sur un lit. La douleur discrète mais aiguë d'une seringue que l'on plante dans un muscle afin de lui ôter toute énergie. Une mort lente, silencieuse, indifférente. Semblable à celle des poules de l'usine qu'Anne n'a pas su guérir, ni même soulager. Ses observations sont terminées, les statistiques sont faites, et le résultat proclame son échec sur l'écran d'ordinateur. Pas d'amélioration. Les pondeuses continuent de trépasser. L'introduction des jouets de paille dans le hangar n'a eu aucun effet significatif sur leur bien-être. Fait chier. Comment présenter cela à son employeur ? De quelle façon expliquer que sa présence à l'usine ces derniers mois, tous les salaires qu'on lui a versés, n'ont été qu'une immense perte de temps et d'argent ? Anne se remémore les paroles du directeur à propos de ses projets grandioses et comprend que cet homme ne sera pas du genre à sagement accepter une absence totale de progrès. Il faut lui donner quelque chose. Elle pèse le pour et le contre en se mordillant la lèvre. Ce désagréable personnage n'a pas fait d'études scientifiques et sera incapable de voir que les résultats ont été truqués. Pourquoi s'embarrasser de scrupules à son égard ? Dès demain matin, sitôt installée dans le petit bureau qu'on lui a attribué, Anne commencera son travail de maquillage. Elle ne trichera pas sur le taux de mortalité, mais fera en sorte de laisser croire que les jouets de paille ont amélioré le bien-être des volatiles. De toute manière, rapport bidon ou pas, tout le monde se fout de ses poules au bout du compte. Qu'elles continuent donc de crever sous leur néon. La jeune femme pousse un profond soupir et se passe une main sur la figure, avant de reprendre sa recherche d'emploi entamée quelques jours plus tôt. Elle sait déjà que son contrat ne sera pas renouvelé et n'a aucune envie de travailler à l'usine plus longtemps. Ses yeux fatigués parcourent les offres des sites spécialisés. On recherche un éthologue pour travailler sur l'influence de la température et de la qualité de nourriture sur le développement embryo-larvaire de la crevette rose. Un autre est demandé pour analyser les stratégies de reproduction alternatives chez le gobie à taches noires. À moins que le candidat préfère se confronter aux effets des dépérissements de chênes sur la diversité intra- et interspécifique des coléoptères du genre Agrilus. Anne fait défiler les offres l'une après l'autre sans s'arrêter plus de 2 ou 3 secondes. Elle ne lit même pas celle rédigée en anglais. Au bout d'un quart d'heure, son attention est captée par une thématique qui l'enthousiasme davantage. Le comportement alimentaire des chats et des chiens. L'employeur est un fabricant de croquettes qui cherche à créer de nouvelles gammes.
Anne ajoute l'annonce à ses favoris, puis demeure un instant indécise. Le désir de reprendre son document sur l'Infandum la démange, comme à chaque fois qu'elle réfléchit à ses perspectives d'avenir. Elle s'oblige pourtant à éteindre l'ordinateur. Cette échappatoire est trop dangereuse. Elle l'éloigne de la réalité et la rapproche de ses cauchemars. Mieux vaut rester concentré sur les gammes de croquettes. 25 mars, 17h54. Théromax est passé me voir la nuit dernière, au cours d'un rêve classique. J'ai du mal à repérer des eaux nombreuses depuis quelques jours. Il faut dire que je me suis acharnée à voyager dans l'Infandum depuis que j'ai décidé de chercher l'esprit d'Anne. Or, chaque séjour au-delà de l'obscurité est assez éprouvant pour l'âme et le cerveau. Je pense que mon inconscient a besoin de se reposer un peu. Mais c'est tellement frustrant. Peut-être Théromax a-t-il senti ma détresse, car il s'est montré plutôt sympathique cette fois-ci. Je ne me rappelle pas du contexte exact de notre rencontre. Nous étions dans une pièce, quelque part, et il m'enlaçait entre ses pattes. J'étais heureuse de cette attention, mais également mal à l'aise, car il me serrait si fort que j'avais l'impression d'étouffer. Et il avait sorti ses griffes, je les sentais qui me picotaient la peau. Contrairement à notre précédente étreinte, toutefois, le sang ne coulait pas. Théromax se contentait de me taquiner en m'empêchant de me dégager, tout en ronronnant comme un chat. Je lui demandai s'il serait d'accord pour m'aider à trouver l'esprit d'Anne dans l'Infandum. Sa réponse fut plutôt décevante. « Je sais où est ton amie, mais je ne peux pas te mener à elle. »« Pourquoi ?»« Son esprit est gardé par les 2 serpents qu'elle nomme Hamadryades. Ils réagissent violemment à ma présence, comme à celle de n'importe quel intrus. »« Tu veux dire que je n'arriverai jamais à atteindre ses pensées ?»« Les cobras te laisseront passer s'ils sentent qu'Anne te considère comme une présence amie. Tu dois renforcer ton lien avec elle. Faire en sorte que son inconscient t'associe à une figure familière et inoffensive. »« Mais ça fait des mois que j'entretiens notre amitié. Je l'ai invitée à mon appartement, je lui envoie des SMS, on se parle presque tous les jours sur Facebook. Qu'est-ce que je peux faire de plus ?» À cet instant, une chose très étrange se produisit. Un énorme scarabée rouge entra dans la pièce en vrombissant et se mit à voler autour de nous. Il n'avait rien d'effrayant, mais sa vision m'inspira une répulsion indescriptible. Je m'écriai qu'il fallait le tuer avec autant d'urgence que s'il s'était agi de l'incarnation du mal absolu. Théromax me libéra, puis me regarda courir après l'insecte comme une folle. Le scarabée se réfugia dans une anfractuosité du mur. Je m'emparai alors d'un crayon, sorti d'on ne sait où, puis je poignardai l'insecte à travers la fissure. J'y mis tant de conviction qu'à la fin il n'en restait plus rien. Un liquide orangé s'écoulait de ses restes. Théromax, qui n'avait pas bougé, reprit notre discussion comme si rien ne s'était passé. « Je vais te donner un conseil, puisque ta quête s'inscrit dans ton désir d'apprendre à tuer. Il est possible de s'orienter dans les ténèbres en utilisant des talismans. » « De quel genre ? » ? « Il doit s'agir d'un objet qui symbolise ta relation avec Anne. Vous devez toutes les 2 en posséder un exemplaire et le garder près de vous la nuit. Si Anne et toi êtes suffisamment attachés à cet objet, son image s'ancrera dans vos inconscients et agira comme un aimant. Ton talisman sera attiré par celui d'Anne. Il guidera ton esprit vers le sien. Je ne me souviens plus de la fin de ce rêve qui s'est interrompu peu après, mais j'ai beaucoup réfléchi à cette histoire de talisman, et je crois avoir trouvé la solution. Anne éprouve un sentiment étrange en parcourant les rues de Nancy aux côtés de Cassandre. La présence de son amie ici, dans son fief, lui donne l'impression absurde que son intimité a été violée. Elle qui s'était toujours appliquée à dresser une barrière infranchissable entre Cassandre et son quotidien, n'a pas su dire non lorsque celle-ci a proposé de lui rendre visite pour son anniversaire. 28 ans ce soir. Bientôt au chômage, avec pour seule perspective une candidature chez un fabricant de croquettes. Mais pour la première fois depuis des années, Anne n'est pas seule en cette date fatidique du 30 mars. Cassandre converse gaiement tandis qu'elles arpentent le centre-ville, s'extasiant avec candeur devant l'architecture de style Art Nouveau. Son enthousiasme de touriste arrache quelques sourires à Anne. Elle-même redécouvre ces quartiers pittoresques qu'elle n'a quasiment jamais fréquentés, engoncée dans ses trajets routiniers entre son appartement et le poulailler-usine. Les 2 jeunes femmes aperçoivent bientôt la façade illuminée du restaurant où elles ont convenu de fêter l'anniversaire. La décoration reprend tous les clichés associés à la ville et ses traditions. Le prix des plats a quant à lui été fixé pour des clients fortunés. Anne ressent une pointe d'embarras en se rappelant que Cassandre compte lui offrir le dîner, mais s'abstient de toute remarque à ce propos.
L'intéressé ne paraît d'ailleurs guère se soucier de détails financiers au moment de passer commande et se montre d'excellente humeur. On approche de la trentaine, ma vieille. Qu'est-ce que ça t'inspire? Pas grand-chose, pour être honnête. Moi non plus. C'est la vie, le temps passe. Je me demande pourquoi tout le monde en fait un drame. Mais dis-moi, t'as prévu quoi pour la suite? Tu vas rester dans le coin? Il y a peu de chance. L'entreprise chez qui j'ai postulé n'est pas dans la région. Oh, c'est dommage, j'aurais aimé qu'on reste proches l'une de l'autre. On vient à peine de se retrouver. Je passerai te voir aux eaux de temps en temps. Comment va Maya, au fait? Cassandre réagit comme prévu. Elle s'embarque aussitôt dans des explications passionnées à propos de son animal favori et ne songe plus du tout à questionner Anne sur son avenir. La conversation tourne autour des mystères de la faune sauvage jusqu'à l'arrivée des plats. Anne se fiche brièvement lorsque le serveur dépose devant son amie des filets de poulet, puis elle observe Cassandre dévorer la chair filandreuse. Pourquoi fait-elle ça? Elle sait que je viens de passer des mois à étudier de malheureuses volailles promises à la mort et elle mange du poulet devant moi. T'es végétarienne? S'enquiert soudain la jeune femme en désignant l'assiette de légumes de sa camarade. Non, je n'ai simplement pas envie de viande en ce moment. Pourquoi ça? Est-ce qu'il y a besoin d'une raison? Son ton était un peu trop sec. Cassandre affiche une expression contrite, puis pose ses couverts et déclare soudain « Je suis désolée pour la vidéo que je t'ai envoyée la dernière fois. » « Quelle vidéo ?» demande Anne tout en devinant la réponse. « Celle de l'abattoir. Je n'avais pas réalisé que tu pourrais mal le prendre. » « Il n'y a aucun souci. Je tiens quand même à m'excuser. Et j'espère pouvoir me rattraper ce soir, » ajoute-t-elle en sortant de son sac une petite boîte entourée de papier cadeau. « Oh, il ne fallait pas !» Le souvenir des poulets égorgés s'efface devant le charmant ruban qui orne le paquet. Anne le défait délicatement puis retire le papier et ouvre la boîte. À l'intérieur, sur un coussin de velours, un pendentif doré brille sous les lustres du restaurant. Il prend la forme d'une moitié de cœur sur laquelle est gravé le mot « ami ». Cassandre tire alors de sous son pull la chaînette reliée à l'autre moitié du bijou, qui porte l'inscription « Meilleur ». Nous devons toujours le garder sur nous. Comme ça, nous ne serons jamais vraiment séparés. Cassandre, c'est adorable, il est trop beau. Anne passe la chaînette autour de son cou, admire le rendu, puis porte une main à son cœur, submergée par une émotion qu'elle juge un peu ridicule, mais qui lui réchauffe l'âme comme un feu intérieur. Je crois que c'est le cadeau le plus gentil qu'on m'ait jamais fait. J'en ai les larmes aux yeux. Cassandre se lève puis fait le tour de la table pour venir la prendre dans ses bras. Anne, d'ordinaire si gênée par ce type de démonstration publique, se lève à son tour pour lui rendre son étreinte. Un cliquetis discret s'élève alors que les deux moitiés du pendentif se trouvent temporairement réunies par leur embrassade. Une vibration puissante traverse le corps d'Anne et Cassandre se raidit légèrement contre elle. Les deux jeunes femmes échangent un regard. « Tu l'as senti aussi ?» « Oui, c'était intense. Nous sommes reliés l'une à l'autre maintenant. Notre amitié est scellée pour l'éternité. » La soirée se prolonge bien au-delà de ce qu'Anne avait envisagé. Elle, qui pensait prétexter un accès de fatigue pour rentrer aussitôt après le dîner, se surprend à proposer de chercher un bar, idée approuvée avec force par Cassandre. Le duo se rend sur la place Stanislas illuminée, puis s'installe pour déguster des cocktails à l'abri du froid. Anne n'en revient pas lorsqu'elle réalise soudain qu'il est plus de minuit. Une sensation qu'elle croyait perdue à jamais s'est miraculeusement réveillée à l'instant où Cassandre lui a offert son pendentif. Le plaisir d'être en compagnie d'une autre personne. Ce bonheur simple lui paraît ce soir si évident, si essentiel, qu'elle se demande comment elle a pu supporter la solitude qu'elle s'est imposée ces dernières années. La jeune femme songe même à appeler Héloïse pour se réconcilier, puis renonce, par crainte de la déranger en cette heure tardive, entre autres excuses. Les deux amis rejoignent en riant la voiture de Cassandre qui propose à son acolyte de la raccompagner jusqu'à sa résidence. Anne accepte, mais exige qu'elle se gare au bord du trottoir plutôt que de pénétrer dans le parking. Son amie ne manquerait pas de demander à visiter l'appartement si on lui en donnait l'occasion. Or, Anne n'est pas encore prête à abaisser cette barrière. Une fois la porte du studio verrouillée et les volets fermés, elle se sent néanmoins un peu honteuse d'avoir si rudement congédié Cassandre. Ses doigts saisissent son nouveau pendentif qu'elle étudie sous tous les angles, encore émerveillée d'avoir reçu pareil cadeau. Son regard capte alors un détail intrigant. Anne porte la moitié de cœur à la lumière et distingue une trace sombre au creux de la lettre M du mot ami. En grattant avec la pointe de sa clé de boîte aux lettres, elle parvient à détacher de minuscules particules couleur de rouille.
Un long passage à l'eau savonneuse suffit à effacer la mystérieuse substance. Anne range ensuite le pendentif dans sa petite boîte qu'elle dépose sur son bureau.